Un cri dans la nuit déchire l'âme de Lyon. L'injustice frappe encore, et cette fois, elle a un visage, celui d'un innocent. Dans les ruelles sombres du quartier de la Guillotière à Lyon, sous un ciel d'encre, Kader Mbaye, un adolescent de 17 ans d'origine sénégalaise, rentrait chez lui après un entraînement de football. Son rêve de devenir pro brillait dans ses yeux, mais ce soir-là, deux officiers de police, Lucien Dubois et Marc Vasseur, l'ont intercepté avec une violence inouïe. « Reste à ta place, sale immigré !» ont-ils hurlé, leurs insultes racistes résonnant comme des coups de poignard. Sans raison, ils l'ont plaqué au sol, ses cris étouffés par le bitume glacé, son maillot déchiré sous leurs bottes. Un passant a filmé la scène, tremblant. Mais les agents, ivres de pouvoir, ont ri en voyant la caméra, défiant quiconque de les arrêter. Le sang de Kader tachait le trottoir, ses espoirs piétinés par une brutalité qui n'avait d'autre motif que la couleur de sa peau. Cette attaque n'était pas un accident. Elle portait l'odeur nauséabonde d'un système qui tolère l'injustice. Kader, blessé mais défiant, a murmuré « Vous ne me briserez pas ». Cette rage, ce refus de plier, allume une flamme dans nos cœurs, une colère qui exige justice. Chaque coup porté à Kader est une insulte à notre humanité, un appel à ne plus se taire face à l'oppression. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, si vous êtes prêt à vibrer avec nous, laissez un commentaire avec le chiffre 1 et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Si vous n'êtes pas convaincu, un simple like nous fera sourire. Restez jusqu'à la fin, car une révélation choc vous attend, et votre voix compte pour faire entendre la vérité. La nuit s'étendait sur Lyon comme un linceul, mais dans la petite maison de Vèze, une lumière vacillante refusait de s'éteindre. Fatou Mbaye, mère de Kader, venait de rentrer d'un interminable service à l'hôpital Édouard Herriot, ses mains encore marquées par l'odeur de l'antiseptique, son cœur lourd d'une fatigue qui n'avait rien à voir avec le travail. Elle avait toujours été un roc, une femme dont la force semblait défier les tempêtes, mais ce soir-là, un cri déchirant brisa son monde. En ouvrant la porte, elle trouva Kader effondré sur les marches du perron, son visage tuméfié, ses vêtements déchirés, du sang séché maculant son menton. Ses yeux, d'habitude si pleins de rêves, étaient mat voilés par la douleur et une peur qu'aucun garçon de 17 ans ne devrait connaître. « Maman, ils m'ont frappé, sans raison », murmura-t-il, sa voix brisée par la honte et la rage. Fatou tomba à genoux, ses mains tremblantes effleurant les ecchymoses sur le visage de son fils, comme si elle pouvait effacer la violence par la douceur de son toucher. La colère monta en elle, brûlante, incontrôlable, un volcan prêt à exploser face à l'injustice qui avait osé s'en prendre à son enfant. Elle le guida à l'intérieur, le soutenant alors que ses jambes vacillaient, chaque pas arrachant un gémissement étouffé à Kader. Dans le salon étroit, éclairé par une lampe fatiguée, elle l'installa sur le canapé, enveloppant ses épaules d'une couverture usée, comme si ce simple geste pouvait le protéger du monde qui venait de l'attaquer. Mais le monde, ce soir-là, semblait s'être ligué contre eux. Fatou, infirmière aguerrie, connaissait chaque protocole médical, chaque geste pour soigner une blessure. Mais face à son fils brisé, elle se sentit impuissante. Elle attrapa la trousse de premier secours dans l'armoire, ses doigts serrant le manche si fort que ses jointures blanchirent. « Qui t'a fait ça, Kader ?»« Dis-moi tout, » ordonna-t-elle, sa voix mêlant fureur et désespoir. Il murmura, presque inaudible, « Les flics, Dubois et Vasseur, ils m'ont traité de sale noire, ils ont dit que je n'avais rien à faire ici. » Chaque mot était une lame, tranchant le cœur de Fatou, qui sentit une rage viscérale l'envahir. Ce n'était pas seulement une agression, c'était une déclaration de guerre contre l'existence même de son fils, contre sa dignité, contre leur droit d'être dans cette ville, dans ce pays. Elle nettoya les plaies de Kader avec une précision mécanique, ses mains tremblantes luttant pour rester calme alors que son esprit hurlait. Les insultes racistes des officiers résonnèrent dans sa tête comme un écho toxique, amplifiant sa colère. Elle savait que ce n'était pas un incident isolé. À Lyon, dans ce quartier où les regards méfiants suivaient souvent les peaux plus sombres, elle avait vu les murmures, les contrôles d'identité incessants, les injustices quotidiennes. Mais cette fois, ils avaient franchi une ligne. Ils avaient touché son fils, son avenir, son espoir. Elle pressa une compresse froide contre la joue de Kader, retenant les larmes qui menacèrent de couler, car pleurer, c'était céder. Et Fatou Mbaye ne cédait jamais. Elle prit une décision rapide, presque instinctive. « On va à l'hôpital, tout de suite », dit-elle, attrapant ses clés.
Mais l'arrivée à l'hôpital Édouard Herriot fut une nouvelle gifle. L'infirmière à l'accueil, une femme aux lèvres pincées nommée Claire, les accueillit avec un regard glacial, ses yeux passant sur les blessures de Kader comme s'il était un problème à résoudre, pas un patient à soigner. « Remplissez ces formulaires », dit-elle en glissant une pile de documents, son ton suggérant qu'ils dérangèrent son service. Fatou explosa. « Mon fils a été attaqué par des policiers. Il a besoin de soins, pas de paperasse. » Mais Claire haussa les épaules, marmonnant quelque chose sur les procédures et les jeunes à problème. Le mot « problème » fit bouillir le sang de Fatou. Elle savait ce qu'il signifiait dans la bouche de cette femme. Un code pour noir, pour indésirable, pour coupable, avant même d'être jugé. Dans la salle d'attente, les regards des autres patients pesaient sur eux, certains curieux, d'autres ouvertement hostiles, comme si la présence de Kader justifiait à elle seule son état. Ils attendirent des heures, Kader s'appuyant contre l'épaule de sa mère, son souffle court, ses côtes douloureuses à chaque mouvement. Fatou serrait sa main, murmurant « Ils ne te définiront pas, Kader. Tu es plus que leur mensonge. » Mais la colère en elle grandissait, alimentée par chaque minute d'attente, chaque regard méprisant, chaque murmure dans la salle. Quand ils furent enfin reçus, le médecin, un homme pressé aux lunettes embuées, examina Kader avec une indifférence presque insultante. « Quelques contusions, rien de grave, » dit-il, griffonnant une ordonnance comme on expédie une corvée. Fatou insista. « C'est une agression par la police. Ça doit être noté dans son dossier. » Mais le médecin se contenta de hausser les épaules. « Adressez-vous au commissariat. Nous, on soigne, on ne fait pas de politique. » Ces mots, lâchés avec un mépris désinvolte, furent comme une étincelle sur un baril de poudre. Fatou sentit une rage profonde, une indignation qui dépassait la douleur personnelle pour devenir un cri contre un système qui fermait les yeux sur l'injustice. Dans la voiture, sur le chemin du retour, le silence était lourd, ponctué seulement par le cliquetis des essuie-glaces et les gémissements étouffés de Kader. Fatou serrait le volant, ses pensées tourbillonnant entre la fureur et la détermination. Elle jeta un coup d'œil à son fils, sa silhouette fragile contre la vitre, et murmura « Ils pensent de qu'ils peuvent nous briser, mais ils ne savent pas qui nous sommes. » À cet instant, elle sut qu'elle ne s'arrêterait pas. Elle appellerait des avocats, des associations, elle frapperait à toutes les portes, elle crierait la vérité jusqu'à ce que quelqu'un écoute. Car cette nuit-là, dans cette maison modeste de Vèze, une mère avait décidé que l'injustice ne gagnerait pas. Pas cette fois. Pas contre son fils. Elle prit son téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années. Celui d'Idriss, le père de Kader, un homme dont la guerre avait forgé le caractère et dont la colère, elle le savait, égalerait la sienne. Les premières lueurs de l'aube peinaient à percer l'épais brouillard qui enveloppait Lyon. Mais dans le quartier de Vèze, l'atmosphère était déjà irrespirable, saturée d'une injustice qui pesait plus lourd que l'humidité matinale. À peine Kader Mbaye, 17 ans, avait-il quitté l'hôpital, son visage encore marqué par les coups des officiers Lucien Dubois et Marc Vasseur, qu'une nouvelle tempête s'abattit sur lui. Alors qu'il tentait de reprendre son souffle, entouré du silence oppressant de la maison familiale, des sirènes déchirèrent l'air. Une escouade de police surgit, leurs bottes martelant le trottoir, comme un roulement de tambour annonçant une exécution. Sans un mot, sans une explication, ils menottèrent Kader, ses poignets encore fragiles des contusions, et l'entraînèrent vers une voiture banalisée. Les voisins, cachés derrière leurs rideaux, regardaient, muets, tandis que Fatou, sa mère, hurlait depuis le perron, sa voix brisée par une rage impuissante « Vous n'avez pas le droit, il n'a rien fait !» Mais les officiers, leurs visages figés dans une froide indifférence, ignorèrent tes cris. Ce n'était pas une arrestation ordinaire, c'était une vengeance, un message clair. Kader, par sa simple existence, était une menace à faire taire. L'accusation était aussi absurde que cruelle. Possession de cocaïne avec intention de distribution. La police affirmait avoir trouvé un sachet de drogue dans le sac de sport de Kader, abandonné dans le vestiaire du gymnase où il s'entraînait. Fatou, tremblante de fureur, savait que c'était un mensonge, une machination orchestrée pour salir son fils. Les officiers n'avaient pas agi seuls. Ils avaient tissé une toile d'accusation avec une précision diabolique, exploitant les préjugés racistes qui gangrénaient la ville. Lors d'une conférence de presse improvisée, retransmise sur les chaînes locales, Dubois déclara avec un sourire narquois « Ce jeune est un danger pour notre communauté.
Les gens comme lui n'ont pas leur place ici. Ces mots, prononcés avec une assurance glaçante, étaient un coup de poignard dans le cœur de chaque famille immigrée de Lyon. Un rappel brutal que la justice, ici, portait souvent un uniforme et un regard méprisant. Dans la cellule froide du commissariat central de Lyon, Kader était assis sur un banc métallique, ses mains menottées tremblant légèrement sous le poids de l'humiliation. Les murs de béton, tachés d'humidité, semblaient absorbés jusqu'à son souffle. Un officier subalterne, un jeune aux yeux fuyants nommé Thierry, entra pour lui poser des questions, mais ses mots étaient teintés de dédain. « Tu croyais vraiment que t'allais t'en sortir, hein? On sait qui tu es. » Kader, malgré la douleur qui pulsait dans ses côtes, releva la tête, son regard défiant. « Vous savez rien de moi, » murmura-t-il, sa voix tremblante mais ferme. Cette réponse, simple mais chargée de vérité, fit vaciller Thierry un instant, mais il se ressaisit, jetant un dossier sur la table. Un rapport falsifié, orné d'une photo du sachet de drogue, prétendument trouvé dans le sac de Kader. Le document était signé par Dubois et Vasseur et daté de la veille de l'agression, une erreur grossière qui trahissait leur précipitation à construire ce mensonge. Pendant ce temps, à l'extérieur, la colère de Fatou ne faisait que croître. Elle frappa à la porte du commissariat, exigeant de voir son fils, mais on lui refusa l'accès, un agent lui lançant avec mépris « Rentrez chez vous, madame, ou vous finirez comme lui ». Ces mots, crachés comme du venin, attisèrent sa fureur. Elle ne rentra pas chez elle. Au lieu de cela, elle contacta une association locale de défense des droits humains, la Voix des oubliés, et organisa une manifestation devant le commissariat. Des pancartes apparurent dans la foule, portant des slogans comme « Justice pour Kader » et « Non au racisme policier ». La tension monta lorsque des contre-manifestants, galvanisés par les déclarations de Dubois, se rassemblèrent, scandant des insultes racistes et brandissant des drapeaux tricolores comme des armes. Une altercation éclata et un projectile, une bouteille en verre, frôla la tête de Fatou, qui resta debout, inébranlable, sa silhouette devenant un symbole de résistance face à la haine. Au même moment, un élément nouveau et choquant émergea. Un employé du gymnase, un jeune immigré malien nommé Moussa, révéla à Fatou qu'il avait vu Vasseur, déguisé en civil, fouiller le vestiaire la nuit de l'agression. Pris de remords, Moussa avait secrètement pris une photo de l'officier en train de placer le sachet dans le sac de Kader, ses mains gantées trahissant son intention. Cette preuve, bien que risquée à divulguer, était un éclat de lumière dans l'obscurité. Fatou, serrant la photo contre sa poitrine, sentit une vague de rage et d'espoir mêlés. Elle transmit l'image à l'association qui promit de la faire parvenir à un journaliste indépendant connu pour ses enquêtes sur la corruption policière. Mais le danger était palpable. Moussa reçut des menaces anonymes le soir même et sa voiture fut vandalisée, un message gravé sur le capot « Tais-toi ou t'es fini ». Dans la cellule, Kader ignorait encore l'ampleur de la tempête qui se déchaînait dehors. Il fixait le sol, ses pensées oscillant entre la peur et une colère sourde. Il repensait aux mots de sa mère. « Ils ne te définiront pas ». Mais ici, entouré de murs qui semblaient murmurer son verdict avant même un procès, il se sentait glisser vers l'invisibilité. Pourtant, quelque chose en lui refusait de céder. Il grava son nom, Kader Mbaye, sur le bord du banc avec un clou rouillé qu'il avait trouvé, un acte de défi minuscule mais vital, comme pour rappeler au monde qu'il existait encore. Dehors, la manifestation prenait de l'ampleur, les voix de la foule devenant un grondement qui ébranlait les fenêtres du commissariat. Fatou, au cœur de ce tumulte, leva les yeux vers le bâtiment, son regard brûlant d'une détermination farouche. Elle savait que ce n'était que le début, que cette lutte ne concernait pas seulement Kader, mais tous ceux que le système cherchait à écraser sous le poids de ses mensonges. Idriss ne répondit pas immédiatement. Il éteignit le téléphone, ses doigts serrant l'appareil comme s'il pouvait écraser l'injustice à travers lui. Les Alpes, avec leur calme trompeur, ne pouvaient apaiser la tempête qui grondait en lui. Il se leva, ses bottes claquant sur le plancher usé, et ouvrit une malle dissimulée sous une planche. À l'intérieur, des souvenirs de sa vie militaire, un couteau de combat, un ordinateur crypté, des cartes topographiques et un téléphone satellite qu'il n'avait pas touché depuis des années. Il savait que retourner à Lyon signifiait plonger dans un combat plus dangereux que tout ce qu'il avait affronté à l'étranger. Ce n'était pas une guerre contre des ennemis anonymes, mais une lutte contre un système qui avait décidé que Kader, à cause de sa peau, ne méritait pas de justice. Sa colère,
froide et calculée, se transforma en une détermination implacable. Il ne laisserait pas son fils devenir une autre victime oubliée. Il passa la nuit à planifier, ses yeux scrutant des rapports piratés sur les officiers Dubois et Vasseur, obtenus grâce à un ancien contact dans la Légion qui avait encore accès à des bases de données confidentielles. Les dossiers révélaient un historique de brutalité, de plaintes classées sans suite et de remarques racistes notées dans des rapports internes mais ignorées par leurs supérieurs. Idriss découvrit aussi un détail troublant, un enregistrement audio récupéré par un collègue infiltré où Vasseur plaisantait sur la nécessité de « nettoyer les rues de ces voyous noirs ». Ces mots, prononcés avec un rictus, firent bouillir le sang d'Idriss. Il jura, dans le silence de la cabane, que ces hommes paieraient, non pas par la violence, mais par la vérité qu'il exposerait au grand jour. Le lendemain, il quitta les Alpes à l'aube, traversant des routes sinueuses, sous un ciel grisâcié. À Lyon, la tension était palpable. Les médias locaux, influencés par la police, avaient déjà commencé à peindre Kader comme un délinquant, diffusant des images de son visage tuméfié avec des titres sensationnalistes. Jeune dealer arrêté après une altercation violente. Idriss, en arrivant dans la ville, se rendit directement chez un ancien camarade, Malik, un hacker reconverti qui vivait dans une planque discrète à la Croix-Rousse. Malik, ému par l'histoire de Kader, accepta de l'aider à pénétrer les serveurs du commissariat. Ensemble, ils découvrirent une piste explosive, un échange d'emails entre Dubois et un supérieur, ordonnant de faire taire le gamin avant qu'il ne parle. Cette preuve, bien que risquée à utiliser, était une arme que Idriss comptait brandir sans hésiter. Mais un incident inattendu ajouta une couche de danger à sa mission. En quittant l'appartement de Malik, Idriss fut suivi par une voiture banalisée, ses phares perçant la nuit comme des yeux de prédateur. Conscient qu'il était surveillé, il sema ses poursuivants dans les ruelles étroites de Lyon, utilisant des techniques apprises dans des zones de guerre. Éteindre ses phares, emprunter des passages souterrains, disparaître comme une ombre. Cette chasse à l'homme intensifia sa rage. Il ne voulait pas seulement détruire Kader, il cherchait à l'effacer, lui et toute sa famille, de l'histoire qu'ils écrivaient. Idriss, tapi dans l'obscurité d'un parking abandonné, envoya un message crypté à Fatou. « Je suis là, je ramène notre fils, ils ne gagneront pas ». De retour à sa planque temporaire, un sous-sol humide près du Rhône, Idriss prépara son équipement. Un brouilleur de fréquence, un micro directionnel et une caméra miniature qu'il comptait installer dans le commissariat. Sa colère n'était plus seulement celle d'un père. Elle était celle d'un homme qui avait vu trop d'injustice pour croire encore aux promesses vides du système. Il savait que sauver Kader ne suffirait pas. Il fallait démanteler le mensonge, exposer les coupables et rendre à son fils la dignité qu'on lui avait volée. Alors qu'il chargeait son sac, une photo glissa de sa poche. Kader à 13 ans, souriant sur un terrain de foot, son ballon sous le bras. Idriss la serra contre lui, ses yeux brûlants d'une promesse silencieuse. « Ils t'ont fait tomber, mais je te relèverai. » Le centre de détention, un bâtiment gris et austère, entouré de barbelés, se dressait comme une forteresse conçue pour briser les esprits avant même les corps. Idriss avait passé des heures à étudier son plan grâce à un contact clandestin, un ancien gardien qui, rongé par la culpabilité, lui avait fourni un plan détaillé des lieux. À minuit précis, alors que l'orage grondait, il déclencha un brouilleur électromagnétique, plongeant les caméras de surveillance dans un silence numérique. Armé seulement d'un couteau tactique et de sa détermination, il s'infiltra par une grille d'aération, ses mouvements fluides et silencieux, comme un fantôme dans la tempête. Mais le danger surgit plus vite qu'il ne l'avait prévu. Un gardien, alerté par un bruit suspect, surgit dans le couloir, son talkie-walkie crépitant. Idriss, tapi derrière une pile de caisses, neutralisa l'homme d'un coup précis à la nuque, le laissant inconscient mais vivant. Le temps pressait. Chaque seconde augmentait le risque d'être découvert. Dans le bloc D, où Kader était enfermé, l'air était lourd, saturé de l'odeur de sueur et de désespoir. Idriss trouva la cellule de son fils, marquée d'un numéro à peine lisible, 204. À travers la petite fenêtre, il vit Kader, recroquevillé sur une couchette métallique, son visage encore marqué par les coups, son souffle irrégulier. La vue de son fils, si vulnérable, attisa la fureur d'Idriss, mais il la canalisa, ses mains travaillant rapidement pour crocheter la serrure. Un clic discret, et la porte s'ouvrit. « Kader », murmura-t-il, sa voix basse mais ferme, «
celle d'un père qui n'avait jamais abandonné, même après des années de distance. Kader se redressa, ses yeux écarquillés mêlant choc et soulagement. « Papa ?» balbutia-t-il, sa voix brisée par la douleur et l'incrédulité. Idriss le souleva doucement, soutenant son corps affaibli, et murmura « On s'en va, maintenant. » Mais leur évasion fut loin d'être aisée. Alors qu'ils traversaient un couloir sombre, un cri déchira le silence. Un autre gardien, armé, avait repéré leur mouvement. Idriss, réagissant par instinct, projeta Kader derrière un mur et lança une grenade fumigène improvisée, volée dans un stock militaire. La fumée envahit le couloir, aveuglant le gardien, mais des sirènes hurlèrent déjà au loin. Idriss guida son fils à travers un dédale de corridors, évitant les faisceaux des lampes torches qui balayaient l'obscurité. À un moment critique, ils tombèrent sur un groupe de détenus, manipulés par les gardiens pour tendre une embuscade à Kader, accusé d'être un traître. Idriss, sans hésiter, fit face, son regard glacial arrêtant net leur avancée. « Touchez-le, et vous ne verrez pas demain », gronda-t-il, sa voix si menaçante que les garçons reculèrent, laissant un passage étroit. Ils atteignirent enfin une sortie de secours, la pluie les accueillant comme un rideau protecteur. Idriss hissa Kader dans une camionnette cachée dans une ruelle adjacente, où un complice, un ancien camarade de la Légion nommé Samir, les attendait, moteur allumé. Alors que les sirènes se rapprochaient, la camionnette s'élança, disparaissant dans les rues tortueuses de Vénissieux. Kader, tremblant dans le siège arrière, murmura « Il voulait me briser. Pourquoi ? Parce que je suis noir ?» Idriss, serrant le volant, répondit d'une voix rauque « Ils ont peur de toi, Kader, de ce que tu représentes. Mais ils ne te prendront pas. Jamais. » Dans l'obscurité, alors que la camionnette roulait vers un refuge temporaire, Idriss activa un téléphone satellite et envoya un message à Fatou. « Il est avec moi. On ne s'arrête pas. » Sa colère, désormais partagée avec son fils, n'était plus seulement une flamme personnelle. Elle était devenue un incendie qui menaçait de consumer les mensonges du système. Chaque kilomètre qui les éloignait du centre de détention était une victoire, mais aussi un rappel. La lutte ne faisait que commencer. Idriss jeta un regard à Kader, dont les yeux, malgré la douleur, brillaient d'une lueur nouvelle, une étincelle de défi. Ils étaient ensemble, et cela, aucun uniforme, aucun complot ne pourrait le leur enlever. Alors que la camionnette filait à travers les ruelles sombres de Vénissieux, laissant derrière elle les sirènes hurlantes du centre de détention, une lueur d'espoir perçait dans l'obscurité, mais elle était fragile, menacée par un système déterminé à étouffer la vérité. Idriss Mbaye, le regard fixé sur la route, serrait le volant avec une force qui trahissait la tempête de rage qui bouillonnait en lui. Kader, à l'arrière, enroulé dans une couverture trempée par la pluie, respirait par saccades, son corps encore marqué par les coups et l'humiliation. La fuite avait été un triomphe, mais Idriss savait que l'évasion de son fils n'était que le début d'un combat plus vaste. Les officiers Lucien Dubois et Marc Vasseur, avec leurs supérieurs complices, ne reculeraient pas. Ils avaient orchestré une machination pour salir Kader, et maintenant, ils traquèrent père et fils comme des criminels. Mais Idriss, forgé par des années de guerre, avait un plan. Il ne se contenterait pas de protéger Kader. Il allait exposer les mensonges, les faire éclater au grand jour, jusqu'à ce que Lyon tout entière entende le cri de justice de son fils. Dans un appartement exigu à la périphérie de la ville, un refuge temporaire prêté par Samir, Idriss installa un poste de travail improvisé. Sous la lumière vacillante d'une lampe de bureau, il connecta son ordinateur crypté à un réseau sécurisé, ses doigts dansant sur le clavier avec une précision militaire. Il avait en sa possession une arme plus puissante que n'importe quel fusil, des preuves accablantes. Parmi elles, un enregistrement audio capturé par un micro dissimulé dans le commissariat où Dubois ricanait « Ce gosse noir, on va lui apprendre à rester à sa place ». Ces mots, empreints d'un racisme crasse, étaient une condamnation en soi. Mais Idriss savait plus. Une vidéo prise par un drone clandestin, fourni par un ancien camarade de la Légion, montrant Vasseur en train de glisser le sachet de drogue dans le sac de Kader, son visage illuminé par un réverbère, un sourire narquois aux lèvres. Cette image, d'une clarté implacable, était un poignard prêt à transpercer le cœur du mensonge policier. Mais l'opération n'était pas sans risque. En piratant les serveurs du commissariat, Idriss découvrit que la police avait lancé une chasse à l'homme à l'échelle nationale, diffusant des alertes décrivant Kader comme un délinquant dangereux,
et lui-même comme un fugitif armé. Les médias locaux, manipulés par des fuites orchestrées, amplifièrent la narrative, diffusant des gros titres accusateurs, évasion spectaculaire d'un dealer présumé à Lyon. Chaque mot était une nouvelle blessure, une tentative de réduire Kader à un cliché raciste. Idriss, sentant la rage monter, envoya les preuves à Claire Dubois, une journaliste indépendante parisienne connue pour ses enquêtes sur les abus de pouvoir. Mais un événement inattendu compliqua tout. Claire reçut une menace anonyme quelques heures après avoir ouvert les fichiers, une voix déformée lui ordonnant de laisser tomber ou regretter. Refusant de se taire, elle diffusa la vidéo sur une plateforme cryptée, et en quelques heures, elle devint virale, partagée par des milliers d'internautes scandalisés. À Lyon, la nouvelle enflamma les réseaux sociaux. Des hashtags comme Justice pour Kader et Stop Racisme Policier surgirent, portés par des jeunes des quartiers, des activistes et même des figures publiques comme un célèbre footballeur lyonnais qui tweeta « Kader pourrait être mon frère, ça suffit ». Mais la police contre-attaqua, organisant une conférence de presse où un commandant, le visage fermé, qualifia l'épreuve de manipulation numérique et accusa Idriss d'être un terroriste domestique. Cette calomnie attisa la colère d'Idriss, qui, depuis son refuge, envoya un second lot de preuves, des échanges internes entre Dubois et un supérieur, ordonnant de faire taire le gamin à tout prix. Ces documents, authentifiés par un expert en cybersécurité, firent l'effet d'une bombe, obligeant le préfet de Lyon à promettre une enquête interne, bien que tous savaient qu'elle risquait d'être une façade. Dans l'appartement, Kader, encore faible, regardait son père travailler, ses yeux oscillant entre admiration et peur. « Ils ne vont pas arrêter, papa », murmura-t-il, sa voix tremblante. Idriss posa une main sur son épaule, son regard brûlant d'une détermination farouche. « Ils peuvent courir, mais ils ne nous rattraperont pas. La vérité court plus vite. » Mais un coup à la porte les fit sursauter. Samir, livide, murmura « Ils ont trouvé l'adresse. Des voitures banalisées dehors. » Idriss, sans perdre une seconde, attrapa Kader et l'équipement, les guidant vers une sortie dérobée. Alors qu'ils s'échappaient par une échelle de secours, des phares balayèrent la ruelle, et un cri retentit. « Ils sont là !» La chasse reprenait, mais Idriss, tenant fermement la main de son fils, savait que chaque partage de la vidéo, chaque cri de soutien dans les rues, était une victoire contre l'obscurité. La rage qui les portait n'était plus seulement la leur, elle appartenait désormais à tous ceux qui refusaient de laisser Kader devenir une autre statistique. Le soleil de midi pesait lourd sur Lyon, ses rayons impitoyables illuminant la place Bellecour, où une foule vibrante de colère et d'espoir s'était rassemblée, brandissant des pancartes réclamant justice pour Kader Mbaye. Après leur évasion périlleuse et la diffusion virale des preuves accablant les officiers Lucien Dubois et Marc Vasseur, Idriss et Kader s'avèrent que se cacher n'était plus une option. La vérité, désormais dans les mains du public, exigeait un nouveau combat, celui de la lumière, face à un système qui cherchait encore à les réduire au silence. Idriss, tapi dans l'ombre d'un café discret à la Part-Dieu, avait orchestré leur prochain mouvement avec une précision militaire. Il avait contacté Aïssa Traoré, une avocate des droits humains connue pour son audace dans les affaires de violence policière, qui avait accepté de les représenter. Ce jour-là, Kader, les ecchymoses encore visibles sur son visage, devait se tenir debout devant le tribunal de Lyon, non comme un fugitif, mais comme un survivant défiant un système qu'il avait condamné avant même de l'entendre. Dans l'enceinte du palais de justice, l'atmosphère était électrique, saturée d'une tension qui semblait faire vibrer les murs de pierre. Kader, vêtu d'un costume sobre prêté par un oncle, avançait dans le couloir, soutenu par Idriss et Aïssa. Chaque pas résonnait comme un défi. Chaque regard croisé, celui des journalistes, des manifestants, des passants curieux, était une bataille. Dehors, la foule scandait son nom, un grondement qui pénétrait les fenêtres épaisses, mais à l'intérieur, un silence oppressant régnait, ponctué par le cliquetis des talons des greffiers et le froissement des dossiers. Aïssa, les yeux brillants de détermination, murmura à Kader. « Aujourd'hui, tu n'es pas seul. Ta voix est celle de milliers d'autres. » Mais Kader, malgré son courage, sentait son cœur battre à tout rompre. Parler, c'était se mettre à nu, exposer sa douleur à un monde qui, trop souvent, l'avait jugé avant de l'écouter. Alors qu'ils approchèrent de la salle d'audience, un incident inattendu fit monter l'adrénaline. Un groupe de contre-manifestants, manipulés par des rumeurs policières, bloqua l'entrée,
leur visage tordu par la haine, scandant « Rentrez chez vous, vous n'êtes pas français ». Une insulte raciste fusa, visant Kader, et un homme lança une bouteille en verre qui s'écrasa à quelques centimètres de ses pieds. Idriss, instinctivement, se plaça devant son fils, son regard glacial faisant reculer la foule. Aïssa, imperturbable, s'avança, sa voix tranchante. « Vous ne nous ferez pas taire, pas aujourd'hui, pas jamais. » Les forces de l'ordre débordées dispersèrent le groupe, mais l'incident laissa une marque. Kader, tremblant de rage, serra les poings, murmurant à son père « Ils veulent me faire peur, mais je ne plierai pas. » Dans la salle d'audience, bondée de journalistes et de spectateurs, le silence se fit lorsque Kader prit place au centre. Les trois juges, visages impassibles, feuilletaient des dossiers, mais leurs regards ne pouvaient ignorer les ecchymoses sur son visage, vestige d'une violence que les preuves vidéo avaient rendue indéniable. Aïssa ouvrit la séance, sa voix claire et incisive. « Nous demandons une audience publique, filmée, pour que la vérité ne soit plus étouffée. » Un murmure parcourut la salle, et le président du tribunal, après un long silence, acquiesça. « Accordé. Que l'audience commence. » Kader, prenant une profonde inspiration, se leva, ses mains tremblantes posées sur la table. « Je m'appelle Kader Mbaye, commença-t-il, sa voix d'abord hésitante, puis gagnant en force. Je ne suis pas ici parce que j'ai commis un crime, mais parce qu'on m'a puni pour ce que je suis. » Il raconta tout. Les coups des officiers, leurs insultes racistes, le sachet de drogue planté dans son sac, l'arrestation humiliante, la peur dans la cellule. Chaque mot était un coup porté au système, chaque pause, un défi au silence. Ils m'ont traité de menace, mais la vraie menace, c'est un monde où un garçon noir ne peut pas rentrer chez lui sans craindre pour sa vie. La salle était figée. Certains spectateurs essuyaient des larmes, d'autres griffonnaient frénétiquement. Un juge, une femme aux lunettes sévères, sembla vaciller, son stylo suspendu. Mais un moment de tension survint lorsque l'avocat de la police, un homme au sourire narquois, tenta d'interrompre. « Ce jeune homme est un fugitif, ses accusations sont sans fondement. » Aïssa, bondissant, brandit une clé USB. « Voici la vidéo, les enregistrements, les emails. Voulez-vous vraiment nier l'évidence ?» La salle explosa en murmures, et le président ordonna la diffusion immédiate des preuves sur un écran. Les images de Vasseur plaçant la drogue, les rires cruels de Dubois, s'affichèrent, implacables. La foule à l'extérieur, suivant l'audience sur les réseaux sociaux, éclata en cris de colère et de soutien. Kader, épuisé mais debout, conclut « Je ne veux pas de vengeance. Je veux qu'on me voie comme un humain, pas comme un ennemi. » Lorsqu'il se rassit, Idriss posa une main sur son épaule, ses yeux brillants d'une fierté mêlée de rage. La séance fut suspendue, mais la vérité, désormais publique, ne pouvait plus être contenue. Dehors, la foule scandait « Liberté pour Kader », tandis que les médias, galvanisés, promettèrent de ne pas lâcher l'affaire. La rage de Kader, d'Idriss et de milliers d'autres avait brisé le mur du silence, mais le combat, il le savait, était loin d'être fini. Dans une cour pavée près de la Saône, loin des caméras mais sous le regard attentif de la communauté, Idriss alluma un brasier dans un vieux tonneau métallique, les flammes dansant comme des spectres de rébellion. Kader, tenant son sac de sport, celui où la police avait placé la drogue pour l'accuser, le serra une dernière fois, ses mains tremblant non de peur, mais d'une rage qui refusait de s'éteindre. « Ce sac, c'est leur mensonge, » déclara-t-il, sa voix résonnant dans la nuit. « Ils ont voulu me réduire à ça, mais je suis plus grand qu'eux. » D'un geste décidé, il jeta le sac dans les flammes, le tissu s'embrasant instantanément, libérant une fumée âcre qui monta vers le ciel. La foule retint son souffle, puis éclata en applaudissements, scandant « Justice pour Kader !» Mais un incident dramatique survint. Un drone, envoyé par des partisans de la police, survola la scène, diffusant en direct sur un réseau local pour discréditer l'événement comme une provocation. Aïssa, rapide, ordonna à un jeune hacker de la foule de brouiller le signal et le drone s'écrasa dans la rivière, provoquant un rugissement d'approbation. Cet acte de destruction n'était pas une fin, mais un commencement. Dubois et Vasseur furent suspendus le lendemain et une enquête nationale sur les pratiques racistes dans la police lyonnaise fut annoncée, sous la pression des manifestations qui se propageaient à Marseille et Paris. Kader, malgré les cicatrices physiques et émotionnelles, devint un symbole, son visage plaçardé sur des affiches brandies
lors des marches. Mais la victoire était amère. Des menaces anonymes parvinrent à la famille. Et Idriss, toujours vigilant, renforça leur sécurité avec l'aide d'anciens camarades de la Légion. Lors d'un rassemblement final sur la place Bellecour, Kader prit la parole, micro en main, face à des milliers de personnes. « Ils ont voulu me faire taire, mais regardez-nous » cria-t-il, sa voix brisée mais puissante. « Nous ne sommes pas leurs ennemis, nous sommes leurs voisins, leurs enfants, leurs espoirs. » La foule rugit, et Fatou, sa mère, monta sur scène, l'enlaçant, ses larmes mêlées de fierté et de rage. Dans la lumière mourante, Idriss, Fatou et Kader se tinrent côte à côte, leurs silhouettes projetant des ombres longues sur la place. Ils n'avaient pas gagné la guerre, mais ils avaient brisé un mur de silence, rallumant une flamme de résistance dans une ville trop longtemps divisée. Kader, regardant la Saône scintiller, murmura « Je ne serai plus jamais invisible ». Ce moment, chargé d'une colère transformée en espoir, marqua Lyon, promettant un avenir où la justice ne serait plus un privilège, mais un droit. L'histoire de Kader Mbaye, brutalisé et accusé à tort par la police de Lyon, révèle des leçons profondes. Elle montre que l'injustice raciale, ancrée dans les systèmes, peut être défiée par le courage et la vérité. La résilience de Kader, soutenue par l'amour indéfectible de ses parents, Idriss et Fatou, enseigne que la dignité ne se négocie pas. Leur combat, amplifié par une communauté unie, prouve que la voix d'un seul peut réveiller des milliers. Enfin, cette histoire nous rappelle que la justice n'est pas donnée. Elle se gagne par une lutte acharnée, transformant la colère en espoir pour un monde plus équitable.